faut savoir qu'on n'a pas eu le temps de noter toutes les expériences. Hein. Donc ça, c'est une partie du Sénégal, mais il y en avait en Casamance, une initiative, il y en avait dans la région du fleuve. Alors donc l'initiative que j'ai décrite ici, c'est celle à laquelle j'étais totalement impliqué. Et donc, en 1973, il y a eu une très grande sécheresse au Sahel. Et ça a été très dur, d'une mortalité humaine et animale qui a vraiment mobilisé le monde entier. Et beaucoup de jeunes ont quitté les villages. Il y a beaucoup de gens également de la région, de cette région, de le nord, qui sont venus vers chez nous. Nous, on était à l'est, pour nous expliquer ce qu'ils ont vécu. Et donc, nous avons commencé à dire, et si cela arrivait chez nous? Par contre, chez nous, et dans l'est comme au sud, les gens produisaient beaucoup d'arachides, beaucoup de mil, beaucoup de maïs, mais il y avait annuellement ce qu'on appelle la soudure. Malgré toute cette grande production, entre le mois de juin et le mois de septembre, souvent, il y avait une insécurité alimentaire. Il y avait un problème de base. Pourquoi nous sommes riches et pauvres en même temps? Ça a été vraiment les deux éléments qui ont chatouillé les gens. Et on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en se posant la question, il faut savoir que le milieu rural est marqué par des références à la religion, aux traditions, aux mœurs. Et également, on avait pris l'habitude que tous nos problèmes, c'était les autres. Il est rare d'entendre autre chose. Ah oui, mais le gouvernement, oui, mais Dieu. Ben, écoute, on a dit, il faut qu'on essaye de voir quels sont les rôles et responsabilités dans nos problèmes. Alors, chez nous, donc, on a mis l'accent sur nos responsabilités selon notre religion, qui est l'islam. Alors, voilà donc le débat. Et on a dit donc, écoutez, la plus grande responsabilité que nous avons, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons la raison. Nous sommes capables de discernement, de savoir la différence entre le bien et le mal. Et donc, comme nous arrivons à produire beaucoup, nous devrions nous préoccuper de comment faire pour mieux gérer cette production. Dans nos traditions aussi, on a trouvé beaucoup de proverbes et d'adages qui enseignent la rigueur, la vérité, le travail bien fait, la prévision, hein, la solidarité. Donc, en gros, quand nous avons regardé les deux aspects de nos références, on a vu que c'est nous qui n'avons pas pris le temps de bien comprendre ou de mettre en application ces références. Donc, quand nous avons fini ça, nous avons sorti une profession de foi. Et cette profession de foi dit quoi? Que quand nous sommes nés, nous n'avons pas amené de richesse à la naissance, ni le savoir, ni le pouvoir. Tous les bébés naissent sans pouvoir, sans avoir et sans richesse. Et ils sont pris en charge, dans nos traditions en tout cas, par l'ensemble de la société. Donc la communauté vous prend en charge dès votre naissance. Et c'est ce que nous avons dit alors qu'il faudrait que nous nous rappelions toute notre vie de ce devoir de nous investir pour améliorer cette société et de lutter contre les valeurs négatives. C'est cela, pour nous, que les anciens appellent l'homme et le remède de l'homme. Et comme je l'ai dit en Casamance, ils ont créé aussi l'AJAC, Association de la jeunesse agricole de Casamance. Et les jeunes de Wallo de 68 ont créé les foyers de jeunes. Et il y avait d'abord une grande association qui a été favorisée par l'État, qui s'appelle les maisons familiales. Et l'intérêt des maisons familiales, c'était que les familles étaient dans les comités pédagogiques pour la formation de leurs enfants. Et donc les enfants qui étaient préparés ou qui étaient d'accord pour être des paysans étaient formés dans un processus itératif. Ils allaient en cours classique
et ils étaient formés dans les familles paysannes. Ce qui faisait une harmonie entre les jeunes, leurs familles et leur métier. Et donc, c'était la plus grande organisation de l'époque. Mais comme je l'ai dit, c'était une organisation sous la tutelle de l'État. Et ce que moi je viens de décrire et ce qui se faisait dans la région du fleuve comme en Casamance, c'était des initiatives autonomes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons connu dans ce pays ce qu'on appelle l'organisation para-étatique. Donc le gouvernement du Sénégal avait décidé qu'il y aura une seule forme d'organisation dans ce pays, c'est les coopératives. Donc paysans coopératives, pêcheurs coopératives, éleveurs coopératives, maraîchers coopératives, du village au national, et après un rassemblement de tous dans l'union des coopératives du Sénégal. Alors, l'esprit coopératif, elle est formidable, elle ne peut pas être remise en cause. Mais ce qui a manqué, les deux contraintes, c'est que la responsabilisation a fait défaut et on ne permettait pas une autre forme organisationnelle. Donc c'était un prêt à porter pour tout le monde, tout le temps. Et donc les différentes initiatives, en ajoutant même les maisons familiales, ont donné en 1976, avec 2 ONG ou 3, la FONCS. Pendant 17 ans, on a commencé d'abord à renforcer la FONCS. Ce renforcement, nous l'avons fait à travers une réflexion stratégique aussi, en 1991, sur quel partenariat entre les organisations paysannes, le gouvernement et les bailleurs de fonds. Et là, la réflexion stratégique que nous avons faite nous a amené à définir des principes sur les avoirs, les savoirs et les pouvoirs. En disant qu'il faudrait qu'on ait une compréhension partagée sur ces questions-là, surtout par rapport aux fonds publics, à leur gestion. C'est-à-dire qu'il fallait que les paysans comprennent que le gouvernement a une responsabilité limitée aux élections pour gérer les ressources nationales. Et que si le gouvernement fait des actions de développement, c'est vrai qu'il faut les féliciter, mais il faut savoir que ça fait partie de son mandat. Donc, il faut d'abord que cette relation soit claire. C'est-à-dire, c'était pour éviter le détournement de la citoyenneté à travers les actes posés par le gouvernement. Nous avons travaillé sur ces questions. Pourquoi nous sommes à reculons quand les villes se développaient? Il fallait qu'on se pose des questions. Pourquoi nos activités n'arrivent pas à nous nourrir? Quelles sont les relations de pouvoir, de savoir et d'avoir dans le pays entre nous et les autres? Et c'est là où nous avons sorti les principes de formation sur la citoyenneté et nous avons demandé aux paysans de comprendre et de s'engager dans les batailles politiques pour être élus au niveau des collectivités. Parce que la décentralisation qui était en cours au Sénégal donnait le pouvoir de la gestion des ressources naturelles aux élus locaux. Donc on a dit, là, il ne fallait pas rater le socle. Et donc nous avons travaillé avec la FAO sur les impacts de l'ajustement structurel sur nos familles, nos vies. Et c'est le résultat de ce travail que nous avons présenté dans un forum en 1993, en février, quel avenir pour les paysans sénégalais. Et c'est la FONCS qui a fait tout le travail en amont et nous avons invité les autres fédérations nationales pour présenter les résultats. Et quand nous avons fait ça, eux-mêmes, ils nous ont dit, nos invités, nous vous félicitons, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il nous faut créer maintenant un espace de dialogue et de concertation pour pouvoir animer ce travail. Parce qu'il est profond et il n'est pas fini. Et c'est ça qui nous a amené à créer le CNCR en 1993. Quand nous avons mis le CNCR, c'était un comité. Ce n'était pas encore
il n'y avait pas les statuts, il n'y avait pas de conseil d'administration. Parce qu'on ne se connaissait pas. Et délibérément, on a dit, nous allons continuer de nous concerter avec un coordinateur et tous les présidents membres du comité. Donc il n'y avait pas de pouvoir, on avait le pouvoir collégial. Et c'était pour définir les priorités. Sur quoi on va travailler. Le premier principe que nous avons respecté, c'est la subsidiarité. On ne va pas s'occuper des questions locales ou des questions de chaque fédération, mais des questions nationales et des questions de l'État du Sénégal avec l'extérieur. C'est-à-dire le Sénégal dans l'UEMOA, le Sénégal dans la CEDEAO, le Sénégal dans les négociations. Là, nous devrions regarder. Est-ce que les intérêts des paysans sont sauvegardés? Et maintenant, nous étions également dans une phase très difficile, c'est-à-dire l'ajustement structurel. 82, 93, ça commençait à être dur. Alors, donc les sols étaient appauvris. Il y avait vraiment plus de soutien à l'agriculture et nous avons dit, il faut que nous arrivons au sommet de l'État. Surtout que chaque année, depuis l'indépendance, le gouvernement recevait le syndicat des travailleurs et le patronat. Mais on a dit, mais pourquoi les paysans ne sont pas reçus par le chef de l'État? Donc, ils commençaient à reprendre un peu aussi de courage. Et donc, avec la banque, ils ont dit, il nous faut maintenant trouver un programme d'appui à l'agriculture. Donc, c'était le PSAOP, Programme des services agricoles et d'appui aux services agricoles et aux organisations de producteurs. Et donc, dans cette négociation, donc on est parti sur une tripartite. La Banque mondiale qui pilotait avec les bailleurs, et au nom des bailleurs, le gouvernement du Sénégal et le CNCR, plus l'association des élus locaux qui s'appelait APCR à l'époque. Donc on a commencé. C'était la première fois que nous, on rencontre la Banque mondiale, on ne la connaissait pas. Donc on a eu des ateliers avec la banque. On lui a demandé, il faut que tu nous dises ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? On te dit aussi, nous, ce que nous sommes. En 1996, au mois de juillet, nous avons demandé, on a fait un conseil d'administration extraordinaire pour dire que nous n'allons plus discuter avec le gouvernement. En pleine négociation avec la banque. Mais les gens disent, mais ça ne va pas, non, pourquoi? On a dit, mais non, on nous refuse le droit de rencontrer le président de la République. Et les paysans, les ruraux étaient 70% des électeurs à cette époque. Et donc, on ne peut pas comprendre que nous puissions être la majorité des électeurs et que celui qu'on a élu ne peut pas nous recevoir. Donc, ça a duré de juillet à décembre. Et on a fini par dire, bon, écoutez, le président est d'accord. Et c'était ce fameux février où on nous a dit de venir. Alors, pendant 5h30 d'horloge, on a été reçus. Et quand nous sommes à la fin, le président a dit qu'il ne comprenait pas. Parce qu'on lui avait dit que nous allons venir pour semer du désordre, etc. Mais que pendant 5 heures, nous avons parlé à responsables, etc., etc. Et c'est ce jour-là qu'on a fait le contrat avec l'État pour appuyer l'agriculture. Et il y avait donc la bonification du taux d'intérêt de 12,5 à 7,5. Le phosphatage, mis à la disposition des paysans des phosphates. Et la prise en compte du surendettement et également les appuis, les soutiens au prix des intrants, etc. Et donc, depuis lors, le président a demandé que le Premier ministre nous reçoive chaque 3 mois pour faire le bilan et que le ministre nous reçoive chaque mois. Alors donc, et le ministre, au lieu de chaque mois, nous recevait presque tous les mardis, avec les élus locaux toujours, nos partenaires. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné et bâti ce partenariat jusqu'à l'arrivée de l'alternance. Le PSAOP a été signé pendant l'alternance, négocié pendant 3 ans et demi. C'est pendant l'alternance qu'on l'a signé. Le syndicalisme, comme il est connu en Afrique francophone et au Sénégal, c'est l'association des travailleurs. Donc des gens qui sont payés. Alors nous sommes nos propres patrons. Nous n'avons pas de salaire. Et également, nous sommes un mouvement. Il y a les pêcheurs, les éleveurs, les maraîchers, toutes les catégories. Et
nous avons quand même mis dans nos statuts, et le gouvernement l'a accepté, que nous allons défendre les intérêts de nos membres. Mais nous pensons que le prêt à porter syndicat n'est pas approprié à notre situation. Par contre, le mouvement, parce que nous avons voulu développer les valeurs culturelles positives de nos identités, nous avons voulu nous engager dans des échanges sur comment nous pourrions continuer de produire l'alimentation dans le respect des ressources naturelles, etc. C'est-à-dire, ce mouvement va au-delà des filières et de la production agricole. Il y a des aspects sociaux, des aspects culturels, etc., qui sont aussi importants que produire des arachides, du mil et du maïs. Et c'est pourquoi nous pensons, aujourd'hui encore, que ce n'était pas une erreur d'être mouvement paysan et non un syndicat. Oui, la puissance publique peut, par ses actions, dérégler ou créer des problèmes. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Et il faut reconnaître humblement qu'effectivement, il y a certaines personnes, et même des responsables de certaines structures, qui ont mal interprété ce que le chef de l'État a dit. Parce que le président de la République a dit, je pense qu'il vaudrait mieux une grande alliance entre tous les paysans, au sein, par exemple, d'un syndicat, pour mieux négocier avec les intermédiaires et pour mieux défendre leurs intérêts. Il dit, mais quand même, c'est à eux de voir et de décider. C'était public, il l'a dit à la télé. Deuxièmement, il a dit qu'il faudrait le faire dans la concertation avec tout le monde. Le président n'a jamais dit dans son discours que cette alliance va supprimer toutes les organisations existantes. Il ne l'a jamais dit. Il n'a pas dit également qu'il engage le gouvernement à ne plus parler avec les autres. Donc, pour ces deux raisons, c'est une erreur fondamentale et le zèle de ceux qui se disent chargés de cette affaire de rentrer dans un processus sans issue. Parce que vouloir créer un syndicat sur la négation du CNCR, c'est une issue, c'est une voie sans issue. Parce que nous sommes au 3e millénaire. Les gens, quand même, il y a des choses qui peuvent passer il y a 20 ans qui ne peuvent plus passer. Le Sénégal a librement signé la LDPA qui dit libéraliser, privatiser et responsabiliser. Et donc il est difficile que ce même État vienne pour dire tout ce qui était là volontairement et librement n'existe plus. Le président a dit que tout le monde doit être dans une alliance, c'est ça qui compte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sa pensée, je crois. Et ça ne peut pas avancer. Pour 3 raisons. Le décret crée des services. L'État crée des services qui doivent servir la nation. Mais la Constitution dit que la liberté d'association est accordée aux citoyennes et aux citoyens. Mais elle ne dit pas que l'État crée des associations. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le CNCR est un processus libre, autonome et volontaire de ceux qui l'ont créé. Et l'État a toutes les preuves de la transparence du CNCR, de son honnêteté et de son engagement à servir ce pays. L'État a toutes les preuves. Deuxième élément. Et le troisième élément, le partenariat gouvernement-organisation de la société civile n'a de sens et n'est durable que quand ça se fait dans le respect mutuel de chaque partie. Nous avons 4 principes au CNCR. Le premier, c'est la reconnaissance et le respect de l'État comme chargé de la définition des politiques, de la sécurité, etc., etc.
Deuxième principe, malgré que nous soyons majoritaires dans ce pays, nous reconnaissons tous les groupes d'acteurs non paysans. Troisième principe, nous sommes pour le dialogue et la concertation pour régler les questions et non sur la violence. Et le quatrième principe, c'est notre volonté de nous assumer. C'est-à-dire que ce principe-là veut dire qu'on ne nous met pas dans quelque chose. On peut échanger avec nous et nous sommes les seuls librement de dire si on est d'accord ou pas. Donc nous pensons que ces quatre principes doivent amener l'État aussi à nous reconnaître tels que nous sommes. Je pense que le CNCR fait ce que ses membres lui demandent de faire. Nous avons 4 grandes activités. Une activité de formation et d'information qui se matérialise par 2 tournées nationales avec les responsables pour faire la jonction entre la base et le sommet. Donc au mois de juin, au mois de mai de chaque année, on fait le tour du pays avec les médias pour aller donner la parole directement à nos membres. Cela pour moi est fondamental parce que le fait qu'on nous ait élus ne veut pas dire qu'ils nous ont tout transféré. Donc ils gardent leur autonomie, surtout que le CNCR fonctionne sur la base de solidarité dans l'autonomie. Donc il faut que nos membres, dans les villages, dans les campagnes, puissent s'exprimer directement avec le peuple. Et ça, on l'a fait. Et au mois de janvier, février, il faut faire la même tournée pour qu'ils s'expriment. Donc je pense que ça, c'est un élément de taille. Et donc dans formation et information. Donc le troisième élément que nous faisons, c'est la connexion avec les organisations sœurs dans la région. C'est important. Parce que nous avons nos gouvernements, nos gouvernants qui ont signé des contrats de confiance avec les autres pays pour créer l'UEMOA, la CEDEAO. Il y a un transfert de souveraineté vers ces organisations. Donc le CNCR a eu une démarche d'avant-garde pour créer le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, dans le respect mutuel et la solidarité. Quatrième élément, nous devrions également être attentifs aux accords et aux engagements de notre gouvernement dans les grandes négociations internationales. Parce que tout cela, ça touche directement ou indirectement à notre vie. Donc voilà un peu ce que le CNCR fait. C'est le grand défi que nous devons relever. Il y a quand même des jeunes, mais vous savez, le leadership répond à plusieurs critères. Donc nous avons le devoir de nous préoccuper et de travailler pour leur créer les conditions de leur émergence. C'est-à-dire que tous les leaders doivent accepter l'alternance. Donc la gouvernance tournante. Ce n'est pas parce qu'on est très bien qu'on doit rester 10 ans, 20 ans, président d'un groupement ou d'une fédération, ou etc. Donc ça, c'est ça qui va permettre aux jeunes d'émerger. Parce que ceux qui ont créé les organisations, ils sont maintenant tous âgés. Alors s'ils ne se partent pas volontairement, ça n'encourage pas les jeunes. Et donc ça va être le grand défi des 15 ans à venir. La capacité des leaders d'accepter, comme on le dit, de céder la place, tout en restant actif et tout en accompagnant les jeunes. Cela, c'est un problème. Deuxièmement, il y a aujourd'hui une perte d'espoir et d'espérance des jeunes en milieu rural parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie avec le travail. Et le monde actuel est différent du monde que nous, on a connu quand on était très jeunes. Et donc, le défi du CNCR, c'est quel système de production respectueuse de la biodiversité qui pourra faire face aux besoins d'alimentation du Sénégal d'aujourd'hui, de demain et de tout le temps. C'est ça. Et cela, ça ne peut être porté que par les jeunes. Donc, au-delà du leadership,
il faut d'abord créer l'espérance et l'espoir pour cette jeunesse. Et on ne peut pas être patriote avec des poches trouées. On ne peut pas être patriote quand on est au chômage. Si le CNCR est jeune, ceux qui l'ont créé ne le sont pas. Et effectivement, le CNCR, c'est une aventure humaine qui va évidemment continuer. Parce que les organisations qui l'ont créé ne l'ont pas créé dans l'esprit de la temporalité. Ils l'ont créé pour l'éternité. Mais, comme toute organisation, elle va se mouvoir pour répondre aux défis de son temps. Aujourd'hui, les enjeux ne seront pas certainement ceux de 2020 et de 2023, pour lequel, etc. Donc, c'est ça qui fait que c'est un espace de dialogue, de concertation, de solidarité, d'entraide, pour que nous puissions ensemble porter l'espérance et l'espoir, hein, de l'indépendance. Quand les peuples se sont battus pour être indépendants, c'était pour mieux vivre, c'était pour avoir le droit et le devoir de se prendre en charge. Donc je pense que le CNCR est l'émanation de cette espérance que ceux qui l'ont créé lui ont donnée. Et je crois qu'elle sera capable en tant qu'institution de la porter tout le temps.